pas du tout. Parfait, on est en visio. La visio marche là pour moi ou pas? Vous me Oui, voyez? on te voit, on t'entend. Parfait. D'accord, 5 c'est sur bon. 5, Jean-Paul. Ah non, toi, c'est 10 sur 10, c'est pas pareil. T'es un matheux. Allez, allez-y. Du coup, le format, c'est assez simple. On a déjà préparé quelques questions et après, tous les gens qui nous ont rejoints sur le Zoom, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les mettre dans le chat ou à prendre la parole. Mhm. Pas de problème. Alors, première question, assez basique parce que je pense que c'est un sujet, la cybersécurité, on a dans nos esprits que c'est un sujet hyper technique, pas très accessible au public général. Or que on trouve que ça devient de plus en plus un sujet d'actualité, un sujet qui ressort dans les news, etc. Et en fait, ma première question, elle est: pourquoi est-ce que c'est vraiment très, très important aujourd'hui la cybersécurité et non pas seulement au niveau des États ou des instances publiques, larges et puissantes, mais vraiment même au niveau du citoyen, moi, mes collègues, des gens qui sont pas techniques ou qui n'ont pas, disons pas des données hyper confidentielles ou très intéressantes, disons, pour être victime d'attaques. Pourquoi aujourd'hui pourquoi c'est important la cybersécurité aujourd'hui pour nous? Ben, si vous voulez, je vais parler de ça parce que c'est plutôt le secteur menace. Et ensuite, je pense que Thierry vous parlera davantage de tout ce qui concerne les attaques, les contre-attaques, etc. Moi, je pense que la première des choses, c'est que on va direct à la cybersécurité pour dire, voilà, il faut se protéger, il faut faire la prévention, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il faut savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'on a une cybercriminalité qui est énorme. Voilà la question, hein, n'est-ce pas? Je dis toujours, pour vous donner un ordre de grandeur, les cyberattaques dans des petits groupes criminels organisés ou des grands, aux États-Unis, concernant par exemple les, les fraudes sur les cartes de crédit, c'est équivalent au budget de la France, n'est-ce pas? Donc, ça vous donne un peu l'énormité de la menace et la raison pour laquelle il faut se défendre. Et il faut se défendre chacun d'entre nous. Ça ne peut pas être laissé non plus à n'importe qui, je veux dire, non seulement à l'État ou à une organisation. Alors, il y a des organisations comme comment dire, l'Agence nationale pour l'ANSSI, pour la sécurité informatique, etc. Bon, très bien, vous avez le ComCyber pour la défense, vous avez tout ça, mais la première des choses, c'est de savoir qu'on doit se protéger avec des systèmes simples, avec des mots de passe changés souvent, etc., etc. Donc, deuxièmement, il faut savoir que c'est un problème international. N'est-ce pas? C'est pas un problème franco-français. C'est même, je dirais, beaucoup de gens vous disent, ah oui, au niveau de l'Europe, on a fait sur le respect des droits de la personne, on a fait le règlement sur le respect de la vie privée, etc., tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que c'est un problème au niveau international. Quand je dis international, c'est mondial. Et il faut savoir aussi que 75% des attaques qui sont menées ne sont pas des attaques qui sont menées par les États, mais par les groupes criminels organisés. Bien. Ensuite, pourquoi c'est essentiel? Parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qui a été attaqué ces derniers temps? Qu'est-ce qui a été attaqué? Je pose la question, mais vous avez la réponse. Ce sont les hôpitaux. Vous voyez très bien qu'il y a des données extrêmement sensibles des citoyens dans les hôpitaux, et quand ils ne sont pas bien protégés, voilà, et il y a des problèmes qui se posent à ce niveau-là. Et puis, il y a des ransomware, c'est-à-dire des volontés des groupes criminels organisés de finalement rançonner les hôpitaux pour que ceux-ci donnent de l'argent, en contrepartie de quoi on va les laisser soigner les gens, puisque finalement, il y a un blocage là-dessus. Et en contrepartie de quoi aussi, on cessera l'aspiration des données des personnes qui sont actuellement à l'hôpital.
voyez, donc c'est une vie quotidienne. Bon, je dirais que vous pouvez faire la même chose dans les collectivités locales qui sont très faiblement équipées pour répondre à ces attaques. Et également, vous qui êtes dans un master qui s'occupe aussi du business, on a énormément d'attaques sur les entreprises. Alors, on a fait comment dirais-je, des statistiques là-dessus. Vous avez des points qui montrent que dans les grandes entreprises, plus encore que dans les petites, 95% des entreprises interrogées déclarent avoir été victimes d'une violation des données au cours des 12 derniers mois. 94%. Alors, c'est quand même considérable. Donc, les dégâts, vous avez effectivement le plus de dégâts dans les entreprises de fabrication, d'ingénierie, mais aussi tous les endroits où on peut trouver de grandes données personnelles pour pouvoir les utiliser, les revendre, etc., etc. Alors ça, je voulais aussi dire que c'est une exponentielle, la cybercriminalité. Ça veut dire que on constate des observations, on constate pardon, qu'au niveau de 91% des dirigeants des grandes entreprises, qu'ils ont subi une forte augmentation des cyberattaques sur la période observée. Après, je parlerai de la différence, mais là, je vais le laisser de côté. Maintenant, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que je voudrais avoir d'autres questions. On ne va pas faire des monologues. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire la différence entre cyberdéfense et cybersécurité avec les différentes implications que ça peut provoquer. Et je pense que cette question, elle sera plutôt pour M. Berthier. Comment est-ce que, du coup, aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques qu'on a, avec l'intelligence artificielle et tous ces avancées-là, comment est-ce qu'on utilise ces outils pour améliorer ou assurer la cybersécurité? Est-ce qu'on a un rôle en tant que citoyen, qu'on peut faire des actions petites, mais peut-être à grande conséquence après au niveau de la cybersécurité qu'on peut avoir, des comportements, des actions numériques qu'on peut avoir? Alors, je regarde si j'ai bien. Vous m'entendez tous, s'il n'y a pas de problème. Donc, en fait, il y a plusieurs angles pour répondre à votre question, hein. Il faut savoir quand même que la cybersécurité. Oui, que la cybersécurité, c'est pas une affaire qui date d'hier, hein. Elle est apparue, l'insécurité numérique, elle est apparue avec le début des ordinateurs, dès le début des années 80. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre en 2021. Hein. Il y a presque 45-50 ans d'insécurité informatique. Les premiers ordinateurs, quand il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseau, les ordinateurs communiquaient via des disquettes, enfin, échangeaient des disquettes, et donc le programme était diffusé comme ça. Il y avait les premiers virus, les premiers malwares qui étaient développés dans les disquettes de jeu pour infecter l'OS de tel et tel ordinateur et pour l'obliger à changer son OS. Donc, c'est une affaire qui est la trace des premiers virus informatiques. On la trouve au début des années 80 avec l'arrivée des machines finalement à la fois grand public et puis des machines professionnelles. Donc, l'histoire de la sécurité informatique va avec l'histoire de l'informatique depuis une cinquantaine d'années. Ça, c'est le premier point. Évidemment, les menaces, elles ont évolué depuis sur 50 ans. Hein. Les menaces de 1980 ne sont pas les mêmes que celles de 2021. Entre-temps, on a eu une puissance de calcul qui a énormément évolué. Donc, c'est la loi de Moore. On a eu des machines qu'on pouvait programmer avec des programmes sophistiqués. L'algorithmique a évolué. La capacité de stockage a évolué. Les machines, le hardware a énormément évolué, puis les réseaux, les techniques de réseau ont évolué. On a vu apparaître le web, on a vu apparaître Internet, on a vu apparaître le courrier électronique. Et à chaque fois qu'il y avait une évolution, une ouverture technologique, un progrès technologique, la sécurité numérique est immédiatement arrivée collatéralement à l'innovation. Et ça va durer pour toujours, je veux dire. C'est-à-dire que plus on va aller vers la technologie,
il faut s'habituer à ce qu'il y ait de l'insécurité dans la technologie. C'est-à-dire aujourd'hui, une voiture connectée, une voiture autonome, il y a un risque cyber dessus. Un drone, il y a un risque cyber dessus. Un système parfaitement autonome ou semi-autonome, il y a un risque cyber. L'IoT, qu'on commence tous à voir dans nos maisons, même une voiture non connectée, aujourd'hui, une voiture moderne, elle a une vingtaine d'entrées possibles pour des cyberattaques dans la voiture actuelle. Vous achetez une voiture, une Renault, une Peugeot, une Mercedes, une voiture française, eh bien, vous aurez 20 vecteurs d'entrée pour une attaque. Ça peut être des vecteurs très simples. Moi, je fais souvent un TP dans les masters sur lesquels j'interviens où on peut hacker le système de gonflement les sondes de volume de pneus. Vous voyez, pour vous donner un exemple tout bête. Voilà, vous avez un calculateur sur votre véhicule qui vous dit que votre pneu avant est à 280 ou 300, etc. Ben, vous pouvez prendre le contrôle via du RFID entre le capteur et le calculateur et puis envoyer une fausse information et dire que votre pression est à 400 alors qu'elle est à 200 et inversement, dire que vous êtes en surpression alors que vous êtes en sous-pression. Donc, vous voyez derrière ce que ça peut engendrer. Ça, c'est une attaque toute simple et très facile à mettre en œuvre. Vous la mettez en œuvre avec du matériel. Il y en a pour moins de 20 € pour mettre en œuvre une attaque comme ça. Donc, ça, c'est sur de l'IoT. On peut faire pareil sur un système dont vous allez vous servir pour arroser vos plantes de manière automatique ou pour donner à manger aux poissons rouges, pour un système de caméra de vidéosurveillance que vous mettez au-dessus de votre porte de garage. Tout ça, ce sont potentiellement tout ce qui est IoT, domotique, maison intelligente, ce sont des vecteurs d'entrée. Tout ce qui est cloud aussi, c'est un autre vecteur d'entrée. Tout ce qui est objet de la mobilité, votre smartphone, évidemment, ça, c'est qu'on était protégé, mais non, il y a des attaques de plus en plus sur le smartphone aujourd'hui. Donc, il faut s'habituer à ça. Il faut vivre avec ce risque cyber qui est là en permanence, qui nous impacte. Alors, bon, quand on se fait hacker son système ou son réfrigérateur connecté, et que notre réfrigérateur participe en tant que objet zombifié à une attaque qui vise une centrale électrique au Texas, ça ne va pas nous impacter beaucoup à titre personnel. Ça va impacter la centrale électrique du Texas, par contre, mais nous, ça ne va pas nous faire beaucoup de mal. Par contre, quand on est dans un hôpital et qu'on est en attente d'une greffe ou en attente d'une opération et que le matin à 9 h, il y a un ransomware qui tape un hôpital français et que tout s'arrête, que l'hôpital est ramené aux années 60 et obligé de ressortir les bloc-notes et pendant 15 jours, les prises de rendez-vous, tout revient à l'ère du papier, là, ça a un vrai impact. Quand c'est une PME qui se fait taper par un ransomware et où elle perd toutes ses données, et même si elle paye, elle n'est pas sûre de pouvoir récupérer ses données, là, ça a un impact parce que le plus souvent, ça va être fatal. Voilà. Quand c'est une PME encore qui est sous le feu d'une fraude, d'une arnaque au président ou d'une arnaque au faux fournisseur, et puis que la comptable reçoit un mail le vendredi soir à 17h45 ou 18h30 en lui disant « Dis donc, tu vas payer ta facture », mail venant du patron, de son patron, signé de son patron avec la bonne charte graphique en lui disant « Dis donc, Isabelle, tu as oublié de payer la facture à tel fournisseur, tu pars pas ce week-end si tu n'as pas réglé la facture, on a déjà 2-3 semaines de retard, on a eu des relances, tu te dépêches. » Et puis que par ailleurs, elle reçoit un coup de fil où elle entend la voix du patron, parce que ça c'est le niveau 2 de ce type d'arnaque, où au bout du fil, on lui dit « Dis donc », où on lui a laissé un message avec la voix du patron sur son répondeur, disant « T'oublie pas le mail que je t'ai envoyé, tu fais le virement », c'est le patron qui paye. Et maintenant, elle reçoit en plus de ça une vidéo, un appel vidéo, où c'est le patron en vidéo qui lui dit de payer la note, la facture, elle va la payer. Elle va la payer parce qu'elle n'a pas les moyens instantanés pour pouvoir vérifier que le mail est faux, que l'audio est faux et que la vidéo est fausse. On a fait un deepfake, on a entraîné un réseau de neurones, et avec très peu de données, on a réussi à faire une arnaque au président ou une arnaque au faux fournisseur de niveau 3. Vous voyez, donc, il y a un panel de menaces. Aujourd'hui, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, le coût de la cybersécurité, de l'insécurité informatique dans le monde, c'est 1200 milliards de dollars en 2020. C'est à peu près, c'est presque le PIB de la Russie. Donc, c'est voilà, avec des montées en puissance c'est plus, alors ce coût de la cybercriminalité, c'est plus que tous les trafics de drogue et de produits stupéfiants réunis. C'est-à-dire, si dans le monde, si vous prenez les trafics de drogue, c'est inférieur, le revenu des trafics de drogue,
des stupéfiants, c'est inférieur au coût de la cybercriminalité. Du coup, pourquoi toutes les mafias du monde, pourquoi les groupes cybercriminels se sont reconvertis, en particulier en cyber? Que le risque n'est pas le même. Quand vous voulez détourner de l'argent, dans une banque, c'est compliqué. Vous prenez des risques, vous risquez d'aller à un conflit avec la sécurité, vous risquez de vous faire choper, vous faire tuer, vous risquez de tuer des gens. Donc, il y a un risque, il y a un ticket à l'entrée qui est gros, qui est important, alors que la cyber, le risque est bien moindre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un glissement depuis une dizaine d'années vers de la cybercriminalité massive et que les mafias du monde entier, il n'y a pas de mafia ciblée, toutes les mafias du monde sont allées vers la cybercriminalité parce que le ticket à l'entrée est très faible. Ça rapporte beaucoup en fait. Ticket d'entrée très faible, absolument. Et si vous voulez, et alors en plus la réponse là-dessus, si je puis me permettre, pour enchaîner sur ce que vient de dire Thierry, c'est que nous ne sommes pas équipés au niveau de la coopération internationale en matière pénale. C'est la lutte de la bicyclette contre la Ferrari, quoi. Et encore, je suis modeste, parce que chaque fois qu'on veut, par exemple, en matière de coopération, parce qu'il faut identifier. Alors, c'est là qu'on parlera de la différence entre cybersécurité et cyberdéfense. Mais quand vous avez l'attaque d'un pays contre notre pays, c'est ce qu'on appelle les attributions. Donc, vous attribuez l'attaque à un pays, et ça, c'est une décision gouvernementale. On peut vous attaquer un sous-marin nucléaire, on peut vous attaquer un avion, on peut détourner l'avion, on peut détourner les drones, on peut faire plein de choses. Mais ça, c'est un point. Et là-dessus, vous avez donc une capacité de l'État éventuelle de répondre, de se défendre, mais aussi de réattaquer. Depuis l'année dernière, par exemple, le ComCyber, qui est comment dirais-je, l'organisme militaire qui réunit toutes les capacités cyber en matière militaire, il peut réattaquer, c'est-à-dire détruire, grâce à l'intelligence artificielle, détruire les algorithmes qu'il y a en face. Bien. Ceci étant, nous, on n'en est pas là. Enfin, on n'en est pas là, nous. Je veux dire, en tant que citoyens, puisqu'on n'arrive pas à faire face à ça correctement. Et là, pour ça, les magistrats, qu'est-ce qu'ils font? Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Alors, vous avez des attaques avec des systèmes croisés qui passent par je ne sais combien de pays, peu importe, mais le jour où on nous autorisera, c'est ce qu'on fait d'ailleurs au niveau du Conseil de l'Europe actuellement, le jour où on conseille, pas de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, il y a un protocole sur la coopération internationale en matière pénale qui est en train de se finaliser pour permettre justement que sur les points les plus importants, on aille rechercher sans même aller demander l'autorisation au pays par lequel on passe, parce que ça marche plus, je veux dire. Donc ça, c'est une question extrêmement intéressante et qui m'amène à un deuxième point. Et donc, cette faiblesse de réponse, pour l'instant, on en est là. Cette faiblesse de réponse, c'est le manque de moyens et de conscience de ce qui se passe au niveau des magistrats. Il y a des choses qu'on fait, ce n'est pas la question, mais on fait relativement peu, parce qu'il faut quand même une capacité avec la police qui soit suffisamment grande pour pouvoir tracer, rechercher, identifier et aller vers une condamnation. Il y en a eu une il y a quelque temps d'un Russe en France, mais c'est quand même encore assez rare. Et comme a dit le ticket, comme disait Thierry en parlant du ticket d'entrée, c'est son mot à lui, mais mon mot, c'est de dire il n'y a aucune différence, il n'y a aucune comparaison entre la peine que vous allez avoir pour une question de cyber, pour une infraction cyber, et c'est ça qu'il va falloir changer dans la mentalité des gens, et une infraction, par exemple, violente contre une banque, comme il l'a dit. Ça va vous coûter 10, 15 ans, 20 ans, alors que le reste va vous coûter peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, dont un avec sursis, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à hier. Donc, voilà. Et ça, c'est extrêmement agaçant, ce genre de choses, de la conscientisation. Mais, comme vous avez dit aussi dans le titre de la conférence, il faut aussi qu'on se protège nous-mêmes et qu'on sache travailler sur les questions relatives à notre protection. C'est intéressant ce que vous avez dit, la relation entre les forces judiciaires, sécuritaires, de l'ordre, Oui. et aussi
du coup les acteurs numériques, technologiques, etc. Parce que ça me vient à l'esprit, là par exemple, la relation entre les GAFA et du coup, ces instances sécuritaires et judiciaires, où par exemple aux États-Unis, Apple en vraiment refusé d'ouvrir un iPhone des terroristes qui ont ouvert Oui, feu dans un des lycées il y a c'était quelques à San Bernardino, ça. ouais. C'est Et l'attaque de San Bernardino. ils ont complètement refusé. Même l'FBI, il voulait que Apple crée un sorte de backdoor pour eux au sein des iPhones, que seulement l'FBI puisse accéder Non. aux données. Et c'est intéressant vraiment cette relation parce que je pense les besoins de tous les acteurs du système sont différents. Le Oui. consommateur a des besoins, l'État et les forces d'ordre et judiciaires, ils ont des besoins, et les entreprises, ils ont d'autres besoins. Et c'est compliqué de ramener tous ces besoins à un point de consensus commun où tout le monde est Alors, content. Et comment est-ce qu'on peut faire du coup maintenant avec… ça, c'est un point extrêmement important, ce que vous avez soulevé là. Et d'ailleurs, à propos de cette histoire d'attaque à San Bernardino dont vous avez parlé, moi j'étais à l'époque le sous-secrétaire général contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU et j'y ai été mêlé. Et donc, si vous voulez, on a dit, mais comment ça se fait que Apple, etc. Et la question est, à tous les niveaux, le dialogue public-privé et le renforcement public-privé. Moi, justement, c'est pour ça que j'étais allé au Forum économique mondial, où j'avais été le vice-président du groupe qui avait fait à l'époque, avec le président Ilves de l'Estonie, le livre blanc sur la cybersécurité. Et on avait travaillé public-privé. Et vous savez, je vais vous dire, en France, le ministère de la Défense est habitué à faire ces exercices public-privé, parce qu'effectivement, ils ont Naval Group dans la marine, ils travaillent avec Thales ou d'autres groupes, Orange, etc., dans l'armée de terre. Euh, Pareil pour l'aviation. Mais dans les autres secteurs, je dirais que ce n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on va toujours regarder s'il n'y a pas, par exemple, un conflit d'intérêts, etc. Donc, il faut toujours euh, travailler de la manière la plus fine. En ce qui concerne les renseignements, quand vous êtes au niveau, ça c'est un point. Le travail préalable, la connaissance de chacun, comment l'échange, le dialogue. Et quand, par exemple, Microsoft et Google ont commencé à se raidir un petit peu, moi je suis allé vers eux, j'avais la chance de connaître certaines personnes, dont un des patrons de Microsoft à l'époque, justement grâce à des gens qui avaient travaillé avec moi. Et donc, on a commencé à créer un groupe de travail public-privé au niveau international pour savoir comment il fallait faire pour que les policiers puissent directement avoir accès aux données de base, c'est-à-dire ceux qui attaquent, juste avoir les données qui pouvaient permettre l'identification. Et puis après, effectivement, d'une manière plus intrusive, quel avait été le teneur de la communication, des choses comme ça, où ça, c'était plus compliqué, mais on y arrive. Il y a une organisation suisse, d'ailleurs, qui s'appelle ICT for Peace, le chiffre 4, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et j'ai fini par faire venir au Conseil de sécurité de l'ONU, alors les diplomates avaient les yeux tout ronds, Microsoft, Google, Twitter, et puis je ne sais plus qu'il y avait encore Instagram, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et donc, ils ont parlé chacun en disant ce qu'ils pouvaient apporter, ce qu'ils pouvaient ne pas apporter. Alors, il reste pour le citoyen à savoir utiliser tout ça, à aller vers les gens qui vont bien. Mais la première des choses, c'est une hygiène. Et là, je vais repasser la parole à Thierry. Première des choses qu'on doit faire, c'est l'hygiène. L'hygiène quand on travaille sur votre ordinateur. Je serais intéressé, juste, je pose la question, je n'ai pas besoin de réponse parce que vous êtes trop nombreux pour pouvoir me la donner, mais qui a changé son mot de passe depuis 3 mois? Si vous avez un ordinateur depuis 1 an ou 1 an et demi, qui change tous les 3 mois son mot de passe? Dites-moi. C'est ça la question. Hein. La première question, c'est celle-là. Enfin, Thierry dira des choses beaucoup plus précises, mais des choses basiques. Alors, si vous avez dans une mairie
pour, par exemple, les histoires d'état civil, etc., j'habite un petit village, une petite commune. Il y a la secrétaire de mairie, elle a un truc orange, elle n'a pas de firewall, elle n'a rien du tout. Et si vous allez chercher l'identité des gens qui a mis dans la commune, vous allez trouver ça très, 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 très facilement dans son ordinateur. Donc, il faut absolument travailler, un, public-privé, deux, travailler avec des GAFA, ça c'est clair, bon, ça se fait, nos gens du public le font actuellement, mais aussi travailler avec les entreprises qui risquent de subir ces attaques. Comme je vous ai dit, les grandes entreprises françaises, 94%, et je n'ai pas insisté, mais il y avait aussi les entreprises moyennes et petites entreprises qui ont reçu des attaques au niveau, et encore, je crois qu'on est en dessous de la vérité, qui ont eu des attaques au niveau de 63%. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a quelques questions aussi. Oui, Leïla, oui. Bonsoir, Leïla. Salut Jean-Paul. Il y a quelques questions, effectivement, notamment de 1000D, peut-être qu'on peut les prendre. Est-ce que vous pouvez redonner les ordres de grandeur sur le ransomware en France? Combien, à quelle fréquence, quelle tendance? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les caractéristiques qui font qu'on devient une proie de ransomware? On comprend que les hôpitaux sont de bonnes cibles, mais quels seraient les autres établissements qui pourraient être de bonnes proies? Alors, sur les chiffres, il faut voir les choses. Ça n'a pas tellement de sens de catégoriser en France, parce que c'est un ransomware, ça n'a pas de frontières, hein, ça se développe. C'est exactement ça. Et voilà, donc il faut voir les choses au niveau global. Il faut voir les choses par type de ransomware. Donc sur Ryuk, par exemple, un ransomware qui est très connu, il rapporte chaque année plusieurs centaines de millions de dollars, rien que ce ransomware-là, ce logiciel-là, qui est tout à fait sur étagère, dont on peut mettre en œuvre l'attaque très facilement. Aujourd'hui, on peut faire un DDoS pour 50 $. On va acheter, c'est-à-dire une attaque par déni de service sur une PME ou sur une entreprise, et après essayer de la faire chanter pour arrêter l'attaque contre de l'argent, contre des bitcoins ou contre un virement. Donc, ces charges virales, on peut les trouver, enfin, des hackers, la petite semaine, peuvent acheter, ils n'ont pas besoin d'être des codeurs ou des développeurs ou des ingénieurs d'informatique. On peut acheter sur étagère une charge virale, un malware, et puis cibler, tout est en kit et tout est sur étagère. Il y a vraiment très peu de connaissances à avoir. Après, sur des attaques plus sophistiquées, il faut évidemment avoir un peu plus de connaissances, un peu plus de moyens. Quand vous faites des attaques ciblées sur des entreprises, là, c'est différent. C'est une question de complexité. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, l'hameçonnage, ça représente 17% des cybermenaces dans le monde. Voilà, c'est énorme. Donc, tout ce qui est, à l'origine, hein, c'est souvent la porte d'entrée, c'est souvent votre boîte de messagerie. Hein, les ransomware qui se diffusent, que ce soit dans les PME, dans les grands groupes ou même chez les particuliers, ça n'arrive pas comme ça. Le plus souvent, c'est un comportement à risque. C'est un collaborateur dans l'entreprise, un ou une collaboratrice dans l'entreprise qui va recevoir un mail de phishing, qui va faire confiance, qui va cliquer sur la pièce jointe parce qu'elle attend effectivement un mail, parce qu'elle attend un fichier et parce qu'elle voit que le mail qui arrive ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'elle attend. Donc, la personne va cliquer sur le fichier et ça va déployer le ransomware alors pas forcément tout de suite, mais ça va déployer à la charge quelque part dans le système, dans le SI. Puis après, il y a une deuxième charge qui va venir pour essayer de latéraliser et puis d'aller au bon endroit. Et puis après, à l'adapter, eh bien, vous allez avoir l'ensemble ou tout ou partie de vos fichiers qui vont être chiffrés et donc qui vont être rendus inaccessibles. Ça, c'est le principe du ransomware. Ensuite, on demande une rançon contre la restitution. Alors là, c'est pareil, sur le nombre de ransomware, il y a des stars, hein, c'est comme dans le showbiz, hein, vous avez des stars, Ryuk c'en est un, qui est très facile à utiliser, qui est très efficace, et qui a rapporté des centaines de millions de dollars. À l'échelle annuelle en 2020, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, rien que sur celui-là. Mais des ransomware, il y en a des centaines, des dérivés de celui-ci, d'autres, etc. Donc, ça se chiffre en milliards. Hein, alors, à l'échelle de la France, c'est un petit peu différent parce que on a des administrations qui sont ciblées, on a des PME. Parfois, ça coûte la vie à une PME.
on a des cas où la PME ne s'en relève pas, hein, soit des fraudes au président, soit du ransomware, où la PME perd toute sa base client, perd aussi des process, est inactive pendant 3 semaines à cause du ransomware. Et donc ça coûte très cher. Sur des groupes, des entreprises de taille intermédiaire, c'est plusieurs millions de pertes d'activité, de pertes d'exploitation par jour, un ransomware. Donc c'est pour ça que certaines peuvent être tentées de payer la rançon. On estime qu'il y a moins de 30%, il y a peut-être 20% de victimes, de cibles, d'entreprises ciblées qui payent la rançon. Et dessus, il n'y en a que 60 à 70% qui récupèrent leurs données. Certaines ne récupèrent qu'une toute petite partie des données, même en payant la rançon. Et souvent, quand elles récupèrent les données, elles récupèrent d'autres malwares à l'intérieur des données qui vont s'activer un petit peu plus tard. Donc, voilà, c'est un marché qui est impitoyable, hein, le marché de la. Quand vous êtes tapé, eh bien, faut espérer que vous avez eu un peu une politique en amont de prévention, que vous avez fait des sauvegardes, que vos sauvegardes ne sont pas non plus en lien direct avec votre machine, parce que du coup, la sauvegarde va être compromise aussi. Et aujourd'hui, les ransomware modernes de 2021 et de 2020 commencent par cibler les sauvegardes. C'est-à-dire, vous n'avez rien sur la machine de l'entreprise, mais le malware commence à d'abord aller cibler la sauvegarde, pour chiffrer la sauvegarde, et puis immédiatement après, vient chiffrer le SI, pour être sûr que la personne ne va pas pouvoir se retourner, récupérer ses données. Sauvegarde. Donc, voilà, c'est une course aussi entre l'attaquant et l'attaqué, c'est une course aux armements cyber, et voilà, il y a Jean-Paul parlait d'hygiène informatique, donc à titre individuel, hein, il y a des choses basiques, tu parlais des mots de passe, la politique des mots de passe, c'est sûr, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les changer, si vous changez tous les mois, ou toutes les 3 semaines, ou toutes les 2 semaines pour mettre 1, 2, 3 ou AZERTY, votre mot de passe, si vous changez tous les 3 semaines ou tous les 3 heures, ça ne va rien changer à la robustesse de votre mot de passe. Vous pouvez garder un mot de passe assez longtemps s'il est grand et s'il répond, s'il mélange les minuscules et les majuscules, si ce n'est pas le nom de votre chat ou le nom de votre trottinette ou de votre petit copain, si ce n'est pas… de votre maman ou de votre papa. Voilà. Il faut que ce soit un nom qui ne vous dise rien, un bon critère, c'est que ce soit une chaîne de caractères qui ne vous dise rien, que vous soyez incapable quasiment de vous en souvenir, hein, vous-même. Donc ça, c'est déjà un bon critère. Vous voyez, si vous mettez papa-maman, ça va pas être… la durée de vie de votre mot de passe, elle est nulle, elle est de 0. Hein, c'est-à-dire que n'importe quel craqueur va le craquer en 3 secondes. Tous les mots de passe où vous avez un mot qui veut dire quelque chose derrière, vous pouvez oublier. Parce que les craqueurs aujourd'hui, vous les craquent instantanément. Absolument. Il faut mélanger des majuscules, des signes, etc. Faire un truc bien incompréhensible et le changer de temps en temps et ne pas mettre le même sur toutes les applis sur lesquelles vous allez. Il n'y a rien de pire. Un mot de passe commun pour toutes les applications. Parce que si vous vous faites taper sur une application ou si les serveurs de l'application se font taper et récupèrent un certain nombre de bases de mots de passe, immédiatement, les gens qui vont les récupérer vont essayer de les tester sur d'autres services. Donc, pas de mot de passe commun. Alors, vous pouvez avoir, il y a des outils qui servent à gérer vos propres mots de passe. C'est-à-dire, c'est des assistants qui vont être là pour, si vous avez, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, 25 mots de passe sur 25 applications différentes, vous avez un assistant centralisé qui va vous dire attention, celui-là, il faut le changer, je peux vous en créer un nouveau, je le gère, etc. Donc, ça, c'est une solution. Après, vous avez une solution qui coûte moins cher, qui consiste à vous trouver un cahier à la noix et puis un petit cahier, de 50 pages et prendre un bon crayon et de noter les différents mots de passe à la main, hein, parce que normalement, il ne faut pas que vous vous en souvenir, hein, et vous planquez le cahier quelque part et comme ça, vous êtes sûr que vous allez… voilà, il y a plein de méthodes. Hein. L'hygiène… Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Des grands mots de passe uniques, les changer de temps en temps. Et puis, de mettre à jour vos machines, vos OS, ça, c'est très important. C'est-à-dire faire les mises à jour Windows, même si c'est infernal, même si ça vous arrive à des moments impromptus. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une grosse conférence où, voilà, j'arrive, boum, la mise à jour Windows. Je lui dis non, je ne veux pas la faire. Maintenant, évidemment. Et le machin me force, je ne sais pas, entre-temps, je n'ai pas fait gaffe. Le truc me lance la mise à jour. Du coup, je l'arrête au milieu de la conférence. Du coup, ça me place ma machine. Et le temps d'aller rechercher, bref, les mises à jour, c'est infernal. Mais il faut les faire. Et les mises à jour Windows, ça ne vous demande pas votre avis, ça y va. Et donc, mais il faut les faire. Il faut faire les mises à jour. Si vous avez un site web, il faut aussi faire les mises à jour sur le CRM que vous utilisez, sur WordPress ou autre. Il y a des choses minimales à faire.
Voilà, il y a des choses. Vous trouvez comment? Vous êtes dans une entreprise, vous trouvez à l'entrée de l'entreprise une clé USB qui traîne par terre. Vous la ramassez, ben, vous la mettez pas dans votre machine en arrivant, quoi, hein, pour voir. Mais à qui est cette clé? Est-ce que c'est à Gilbert qui a fait tomber sa clé? Attends, je vais regarder sur la machine à qui est cette clé. Parce que c'est un vecteur d'attaque possible, hein. On laisse traîner devant une entreprise, devant la porte d'une entreprise, une clé USB qui contient un malware en espérant que quelqu'un va être imprudent et va le mettre dans sa machine pour voir qui a oublié ou a perdu son truc. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Et puis, il y a aussi l'aspect concentration et biais cognitif, c'est-à-dire savoir que n'importe qui peut se faire choper, se faire avoir dans une campagne de phishing. C'est très compliqué aujourd'hui. Vous avez tous peut-être eu. Alors, évidemment, quand vous voyez un site où quand vous recevez un message ou comme quoi vous avez gagné 50 millions, mais il y a 2-3 petites choses à faire avant, évidemment que vous comprenez qu'il est probable que ce soit un spam ou du phishing de bas niveau est quand même très fort. Après, il y a des choses de niveau sophistiqué beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il y a le colissimo que vous avez reçu parce que vous attendez un colissimo et vous avez un avis de passage ou un truc comme ça. Là, vous pouvez avoir un doute, quoi. Tiens, j'attends un truc. Après, il y a tout ce qui est réglementaire aussi. On vous demande, si vous avez une PME ou un truc comme ça, si on vous demande de vous mettre en réglementation qu'il y a une pièce qui manque dans votre dossier. Voilà. Quand il n'y a pas 36 fautes d'orthographe dans le mail, quand il y a les bons logos, tout ça, quand l'adresse est la bonne, voilà, il y a tout le typo hacking avec lequel il faut compter, il faut regarder. Donc, il y a de la vigilance à avoir. Tout le temps. Et tout le temps. Alors, c'est compliqué. Ça peut être c'est contraignant, je dois dire. Bon, alors, tu as dit, effectivement, l'histoire de l'assistance, c'est un bon système. Mais en plus, c'est encore plus compliqué pour vous, les jeunes, je dirais. Parce que vous êtes habitués à un monde digital. Alors, les vieux schnocks comme nous, on peut encore écrire sur un cahier et puis le mettre quelque part. Mais chez vous, c'est compliqué parce que vous êtes toujours avec vos outils digitaux, que ce soit. Alors, vous allez mettre le truc si vous mettez, par exemple, vos mots de passe dans le portable comme ça ne marche pas, ça ne va pas aller, etc. Donc, si vous voulez, il faut revenir à des bases et une discipline de faire. Et ça, c'est pas marrant. Voilà, c'est tout. Mais ça, comment dirais-je? C'est la contrepartie de des avantages que l'on a. On n'a jamais quelque chose sans rien. C'est ça la question fondamentale. Donc, si vous voulez avoir une sécurité, vous devez y participer. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé de la complexité des mots de passe. Thierry l'a fait beaucoup, beaucoup mieux que moi. Mais même quand ils sont complexes, bon, c'est sûr que vous savez, n'utilisez pas le même mot de passe. Évidemment qu'il ne faut pas utiliser le même mot de passe. Alors, vous allez faire comment, pourquoi? Eh bien, c'est là qu'il va falloir mettre en place que vous fassiez vous-même l'effort. Vous voyez, ne laissez pas les choses à l'abandon. C'est une responsabilité personnelle. Et c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Alors, c'est un peu décevant parce qu'on pourrait vous donner je dirais, des recettes toutes faites. Alors, il y en a qui disent, qu'est-ce que vous pensez de Dashlane, etc., etc. Oui, je pense, oui, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez, non. Essayez de faire jouer, et nom de chien, vous êtes des êtres vivants, des êtres humains, avec votre responsabilité, essayez de faire jouer ça. On a si peu l'occasion de le faire jouer. Faites-le jouer là-dessus. D'accord? Après, on utilise tout ce qu'on veut, mais soyez rigoureux. C'est ça que je vous dis. Pour vous-même, il faut et pour vos enfants, votre famille, vos parents, tout ce que vous voulez, et il faut être rigoureux. Sinon, on se fait planter. Et puis, c'est pas marrant un jour d'avoir un membre de la famille qui est pas bien ou qui a un problème ou qui a un problème financier ou un problème de santé, etc., parce qu'il a été hacké à cause de vous ou des choses comme ça. Donc, il faut être rigoureux, c'est tout. Parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, la machine est tellement énorme, les groupes criminels, petits ou grands, quelquefois 3-4 personnes, moi je n'ai pas, mais les grandes mafias aussi, bien sûr, tout le monde, tous les groupes criminels vont vers ça parce que c'est le plus juteux à moindre coût. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par résister chacun à notre niveau. Voilà.
moi, l'autre jour, sur le site de la, pas le site, l'email, pardon, de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée dont je suis l'ambassadeur, et voilà, eh ben, j'ai reçu un truc en disant: ah mon Dieu, vous avez été visionné en train de faire des choses pas catholiques avec deux ou trois filles, etc., en partie, etc. Bon, comme j'avais rien fait, je savais très bien que c'était pas vrai, mais en tout cas, même ça, les mecs, ils vous mettent des gens en panique avec ça. Bon, il ne faut pas répondre, il ne faut rien faire, mais ils vous mettent des gens en panique. Mais par contre, tout de suite, je l'ai signalé à Nancy, je l'ai dit parce qu'il faut aussi avoir les réflexes. Quand vous recevez des ransomware, des malwares, etc., essayez pas une fois que vous êtes pris, essayez pas de répondre tout seul. Il faut appeler Nancy, il faut appeler. Il y a une brigade de gendarmerie en ligne qui est très bonne. Les gendarmes sont assez évolués là-dessus, qui peuvent donc comment dirais-je, vous faire un travail remarquable, excellent. Voilà, donc, mais ayez le réflexe tout de suite d'informer, parce que certainement qu'il y a des choses similaires, ou même vous aiderez à déceler le groupe criminel organisé qui se fait là-dessus. C'est une question de démarche personnelle. Alors après, on vous dit, oui, les données personnelles, etc., le règlement général, tout ce que vous voulez. Oui, c'est bien, mais il n'empêche que vous devez d'abord vous protéger vous-même. Et pour rebondir là-dessus, Jean-Paul, effectivement, ça nous pose la question de l'influence de tout ça et de notre rôle de citoyen numérique Oui. sur les processus démocratiques et donc les élections, les réseaux sociaux, les bots et tous ces autres moyens de chambre d'écho auxquels on fait face. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, on a vu qu'en 2018 a été implanté le RGPD. Est-ce qu'il y a un avant-après de cette réglementation européenne? Est-ce qu'on a pu voir un impact là-dedans sur les usages aussi cyber? Et comment est-ce qu'on peut être concerné lorsque des grandes puissances mondiales comme les USA et la Chine ne sont pas concernées directement? Voilà, ça pose des questions démocratiques, des questions de citoyenneté numérique. Et ça nous amène enfin à la question donc, du vote, la question du vote à distance qui est en train de se développer et qui se développe notamment aujourd'hui au Parlement avec la double identification. Nous, on a essayé de proposer qu'il y ait une identification biométrique, mais c'est refusé. Voilà, ça, vraiment, il y a tous ces enjeux-là qui est sécurité, capacité, distance. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut aborder ce thème-là? On peut reprendre à l'envers. D'abord, je vais parler de la question du règlement général de protection des données personnelles. C'est une très belle avancée, on ne va pas dire le contraire. Mais par exemple, qui vraiment lit, quand vous recevez un truc sur Internet, acceptez, vous avez toutes les choses à lire, vous les lisez, vous? Bon, ça c'est la première des choses. Donc ça c'est une question. Deuxième question, on est au niveau de l'Europe. Alors, vous allez dire, les États-Unis, la Chine, bien sûr, n'ont pas accepté tout ça. Il n'empêche qu'on est un laboratoire. Donc, il faut considérer toujours que les avancées se font par les laboratoires. Une politique, elle ne se met pas en place au niveau mondial comme ça. Moi qui ai travaillé avant d'être au Conseil de sécurité dans tout ce qui concerne les conventions internationales, la question, c'est qu'on trouve, et d'ailleurs au niveau maintenant, au niveau international, il y avait un groupe du secrétaire général, mais c'était un groupe d'experts qui n'était pas très efficace parce que quand c'est fait par le secrétaire général des Nations Unies, je parle, ça n'a pas d'impact. Actuellement, il est intéressant de voir que nous avons un groupe de travail, ce qu'on appelle un groupe de travail ouvert entre les États, à l'initiative de la Fédération de Russie d'ailleurs, qui travaille sur ces questions de cybersécurité et de protection, de coopération internationale contre les attaques cyber. Alors pourquoi? Moi, j'ai beaucoup discuté, étant aux Nations Unies, on discute avec tout le monde. J'ai beaucoup discuté avec les Russes là-dessus. J'ai bien compris d'abord qu'ils avaient un intérêt très fort. Alors, ils étaient à un moment donné assez costauds pour les attaques, mais ils étaient en avance. Mais tout d'un coup, ils se sont vus attaquer, mais très sérieusement, très fortement, en Sibérie par les Chinois. Alors, soi-disant, les Chinois, au niveau politique, la Chine et la République populaire de Chine et la Fédération de Russie sont alliés, oui, mais ça n'empêche que
sur la Sibérie, les Chinois veulent absolument avoir une prédominance sur les Russes, sur le territoire russe lui-même. Alors, ils utilisent beaucoup d'outils, mais également l'outil numérique. Et donc, chacun maintenant considère et voit qu'au niveau international, on peut se faire attaquer, que ce soit les Chinois, les Russes, les Malaisiens, les Indonésiens, les Australiens ou les Européens et les Américains. Tout le monde est susceptible de recevoir une attaque. C'est ça l'important. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à discuter au niveau international. Alors, vous n'allez pas discuter et je reviens aux élections, vous n'allez pas forcément discuter sur ces points-là, parce que ces points-là sont des points essentiellement politiques et de politique sensible. Mais pour tout le reste, vous allez discuter. C'est-à-dire pour tout ce qui est la criminalité de base ou la criminalité plus importante, ça, vous allez le discuter. Ce que vous n'allez pas discuter, c'est la question vous ne pouvez pas commencer par là, pardon. On n'a jamais commencé par le plus difficile. Mais après, vous allez pouvoir leur dire, bon, mais d'accord, vous avez aussi des votes électroniques chez vous, des choses comme ça. Bon, eh bien, vous prenez votre risque en nous faisant la même chose chez nous. Vous prenez un risque. Ça peut vous arriver. Alors, ce ne sera peut-être pas l'État, ça sera des groupes criminels organisés, comme ils savent très bien le faire, avec des sous-marins, si j'ose dire, mais ça peut arriver chez vous. Voilà. Je pense que quand on parle des Russes, il faut penser à la CIA. Et la CIA n'est pas plus bête que les autres, si vous voulez, et au contraire, elle fait beaucoup de choses dans cette question-là. Donc, ils peuvent très bien y arriver. Et certains, pour nous, on est au 4e, 5e niveau sous comment dirais-je, je parle sous le contrôle de Thierry. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va utiliser finalement ce vote par correspondance ou pas? J'aurais tendance à dire qu'il va falloir finir par l'utiliser, parce que sinon, si le Covid continue, on fait quoi? On va plus voter? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas considérer que parce qu'il y a un risque, il faut vivre, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, il faut savoir vivre avec un risque. Alors, voilà, on aura le risque. Mais si on a le Covid encore, à Dieu ne plaise, mais si on a le Covid encore pendant 2 ans, on va attendre. Et on n'aura même plus d'élection présidentielle à cause de ça. On va où, là? Voilà. C'est un cours de travail à échéance 6 mois, peut-être que des choses vont évoluer. J'aimerais bien aussi entendre la position de Thierry sur cette question démocratique. Il y a eu un grand espoir au moment de la montée d'Internet et du numérique, de se dire, bah voilà, c'est une révolution démocratique, tout va être accessible à tout le monde, n'importe qui va pouvoir se renseigner. Et puis on se rend compte que finalement, c'est pas trop ça, puis finalement, c'est peut-être même l'inverse. Donc oui, qu'est-ce que les nouveaux usages, qu'est-ce que peut être l'IA, qu'est-ce que ces choses-là peuvent aider en fait sur le point de vue démocratique, ou est-ce qu'on est presque condamné à ce que ces outils-là ne fassent que réémerger les travers internes à l'homme? Alors, en fait, c'est une question qui est compliquée. Tout à l'heure, on parlait de cybercriminalité, on parlait des mafias, etc. Là, on va parler d'une partie des attaques finalement par influence. Positive ou négative. Le processus démocratique, aujourd'hui, il se produit aussi sur le numérique, sur le cyberespace. Tout le monde l'a vu. On a vu l'exemple des élections en 2016 aux États-Unis. Après, on a eu la crise du Covid. On a eu des opérations d'influence ici ou là. On continue à être sous opération d'influence, même si les médias n'en parlent pas beaucoup. Mais pendant toute la période de la pandémie, il y a eu, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui ont été dites contre les vaccins, contre le port du masque, etc. Et pas forcément des choses qui sont dites par des comptes où il y a des personnes derrière. Il y a beaucoup de bots qui sont actifs aujourd'hui. Il y a une augmentation, une multiplication par 3 depuis 1 an du volume des comptes bots, notamment sur le problème associé à la pandémie. En 2016, c'était les élections. Là, il y a eu un petit peu moins d'activité sur la partie élection américaine sur les réseaux sociaux, mais cette activité a existé avec moins de réussite. En 2016, le gros de l'activité, c'était justement lié à la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément une augmentation des comptes, des faux comptes sur Twitter, sur les réseaux, sur l'ensemble des réseaux sociaux, avec toujours le même mécanisme, hein, c'est-à-dire à la base des fake news, des fausses données, même des données qui ont l'air d'être scientifiques mais qui ne le sont pas, en fait,
et qui sont diffusés, propulsés vers des chambres d'écho, où là, ce sont des humains qui sont identifiés. Et donc ça, c'est un peu le mécanisme d'une opération d'influence sur les réseaux sociaux, où quasiment tous les États aujourd'hui sont capables de les mettre en place. Alors, on pense bien sûr aux fermes de bottes russes, mais les Chinois savent faire, les Russes savent faire, les Américains savent très bien faire, avec chacun sa philosophie particulière. Voilà. Les pays comme l'Iran savent le faire aussi, Israël sait le faire. Il y a beaucoup de pays, et la France aussi, pourquoi pas. L'ensemble des pays peuvent utiliser ces opérations d'influence alors parfois pour fracturer une opinion. C'est le cas, ça a été théorisé même avant le Covid. Il y a des études américaines qui montraient qu'en cas de pandémie, c'est des études qui remontent il y a 5-6 ans, on était très loin du Covid. En cas de pandémie mondiale, il pouvait être intéressant pour un État de mettre en place une opération d'influence sur les réseaux sociaux pour essayer de fracturer l'opinion d'un État qu'on juge adverse ou concurrent, pour essayer de ralentir son adhésion à un médicament ou à un traitement. Donc ça a été théorisé, ça a été écrit, ça a été notamment par certains éléments. Donc c'est quelque chose qui était ultra prévu. Il y a plus de 5 ans de ça, et donc évidemment qu'à ce moment-là, avec l'arrivée du Covid, ce genre d'étude est ressorti et a été par certains réactivé. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été faits, des choses comme ça. Quel est l'intérêt de fracturer une opinion? C'est ralentir un processus. Ralentir la capacité de résilience de l'État. De la nation. D'une nation. Voilà, c'est-à-dire que, on a eu le cas, on ne savait pas en France techniquement s'il allait y avoir une adhésion au vaccin. Quand on a eu l'information que les vaccins arrivaient, il y avait beaucoup de défiance. Dans les sondages, on avait une défiance très importante en France. On était un des pays européens avec le plus de défiance. Aujourd'hui, ça a baissé considérablement parce que les opérations qui sont derrière ont échoué finalement. Et que la plupart des gens, mais à un moment donné, il y avait une activité très forte sur les réseaux sociaux notamment, avec plein de fausses données, avec plein de mauvais arguments et de contre-arguments. Automatisé. Pour nous affaiblir. L'IA est utilisée dans ce genre d'opération. L'intelligence artificielle est utilisée pour créer des faux profils, pour créer des profils actifs, pour avoir une activité très importante. Et donc, ces opérations d'influence, qui sont une forme de cyberattaque finalement, mais qui sont des attaques cognitives, elles sont utilisées dans différents cas. Alors, ça peut être dans le cadre en période préélectorale, pour discréditer un candidat par rapport à un autre, ou pour discréditer les 2 candidats. Ça marche aussi. On peut discréditer les 2 candidats pour créer de la défiance, pour créer du trouble derrière, et puis pour créer du chaos pendant la période électorale. Donc tout ça, ce sont des armements cognitifs qui sont théorisés depuis longtemps. Évidemment, l'IA aujourd'hui permet de les industrialiser, d'industrialiser une attaque, et puis de la rendre efficace aussi. Donc ça, il va falloir aussi que, notamment votre génération, s'habitue à ce type d'attaque cognitive, si j'ose dire. On va être de plus en plus souvent l'objet d'attaques cognitives, alors à notre échelle, à l'échelle micro, c'est-à-dire qu'on va recevoir un mail, on va recevoir une vidéo, on va voir une vidéo, il y a des vidéos en ce moment avec Tom Cruise qui circulent, qui sont des deepfakes réalisés par des IA plutôt pas mal. Il y a des textes aussi, des textes qui passent presque le test de Turing réalisé par GPT-2. On arrive dans une ère où l'information est extrêmement… il faut la contrôler, elle n'est pas forcément fiable. Dont la véracité est très difficile à traiter, à décider finalement, et parfois elle sera indécidable, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les moyens de dire je vois sur cette vidéo, je vois Tom Cruise en train de raconter des bêtises, rien, mon cerveau regarde, c'est comme une illusion d'optique, je ne comprends pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui, quoi. Il n'y a aucune raison qui me ferait penser mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me raconte? Et pourtant, ce n'est pas lui. Donc voilà, il va falloir aussi être capable, alors sans tomber dans la crise paranoïa ou dans le complotisme aigu, parce que c'est un risque aussi, mais d'être capable d'avoir un recul par rapport à l'information qu'on reçoit en direct, et puis de se dire à chaque fois, de raisonner en termes de probabilité, qu'il y a une probabilité pour que ce truc-là ne soit pas vrai, ou qu'il y ait peut-être un doute raisonnable par rapport à une information. Il faut revenir. Ces attaques-là, elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées, et il va falloir s'habituer avec ça,
Alors, l'habitude, ça veut dire à ce moment-là exercer son discernement, comme dirait Aristote. Il faut exercer son discernement. Il faut avoir une vision du monde avec une philosophie où on ne va pas avaler tout ce qui passe. C'est tout. Il faut. Et c'est très. Quand vous aviez des bouquins avant, vous regardiez, etc. Bon, très bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. On regarde. Là, il faut exercer. Mais même dans les livres, vous alliez choisir ce qui vous permettait d'avoir la bonne information. Et là, il y a tellement d'informations qui vous arrivent, je dirais, en flot continu, que vous ne savez pas. Moi, j'ai reçu, il y a quelque temps, une information d'une dame, enfin, pardon, qui était en ligne d'une, je sais pas, d'une amie, etc., qui montrait une dame qui se disait virologue et qui avait un raisonnement extrêmement sensé, démolissant complètement les vaccins. J'ai dit, bon, mais je savais, je ne vais pas chercher après, mais je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'aurais tendance à dire, en exerçant mon discernement, que ce n'est pas la bonne information, parce que sinon, si vous voulez, la communauté scientifique n'aurait pas continué à faire ça. Mais il faut exercer son discernement en permanence. Et puis, vous allez trouver sur Internet ce qui va, en matière cognitive, le pour, le médium et le contre, tout le temps. Donc, exercer. Donc, ça veut dire qu'il faut ne pas dépendre non plus des outils, il faut que votre cerveau puisse faire ce discernement. Et ça, c'est extrêmement important pour les jeunes comme vous. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Nous, les vieux schnocks, bon, on a déjà un pied dans la tombe, mais bon, mais vous, vous avez le monde à venir. Donc, cette histoire du discernement et de ne pas avaler comme une pauvre oie pour vous faire le foie gras, puisque j'ai l'accent du sud-ouest, j'en parle volontiers. Alors, je veux dire, il faut vraiment ne pas tout avaler et aller vérifier. Vérifier comment? Vérifier d'abord, avoir le réflexe avec votre cervelle de dire il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est là que vous devenez indépendant. Et c'est là que vous allez pouvoir exercer ce fameux discernement pour le vote, pour les élections, alors avec les doubles clés, les trucs que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les trucs que vous voulez, à la fin, vous devez discerner. Il y a une question de 1000D. Elle demande comment ça se passe. Oui, je l'ai vu. Oui. Comment ça se passe la mise en œuvre d'opérations d'influence avec une intelligence artificielle, deepfake, faux compte, bot, etc. Et comment tout ça s'articule pour organiser une frappe. Et après, j'ai un complément pour cette question. C'est, en fait, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers quelque chose de très apocalyptique où, où du coup, on doit faire très, très, très attention. Et même, genre, ce que Thierry était en train de dire au début, on peut hacker une voiture de 23 façons différentes. Et ça me tue mes rêves de monter dans une voiture autonome, du coup. Parce que c'est… Non, mais vous avez pire, mon cher. Et après, je demanderai comment dire, Thierry vous expliquera beaucoup mieux que moi l'histoire de l'IA. Mais vous avez pire. Moi, quand j'étais le président du comité qui s'intéressait au IoT, au Forum économique mondial, n'est-ce pas? Les objets connectés. Donc, des services, je dirais, secrets, ont réussi à travailler sur les gens qui portent des pacemakers. Vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez arrêter un pacemaker. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, ce n'est pas seulement votre frigidaire, l'électricité, le truc, le machin, le chauffage, essentiel si vous êtes dans un pays où, bon, de moins en moins, mais enfin, il existe encore des zones où il fait moins 20 ou moins 30, vous voyez, où vous ne pouvez pas mettre la clim dans des zones qui sont extrêmement chaudes. Voilà, c'est des choses comme ça auxquelles on va être confronté. Il y a une chose avant de demander à Thierry de parler sur l'histoire de l'intelligence artificielle, etc., là, avec la question. Il y avait une question que je laissais passer concernant le profil des criminels. Alors ça, le profil des criminels, on a un peu étudié ça, mais vous avez des profils extrêmement, je dirais, variés. D'abord, ça peut être un individu qui est extrêmement passionné d'informatique, de trucs, de machin, qui se forme lui-même ou qui s'est formé, qui est un ingénieur, il a besoin de fric, il s'y met. Bon, ça peut arriver. Et encore une fois, le danger, le ticket d'entrée, j'aime bien ce qu'il a dit
Thierry là-dessus, le ticket d'entrée est faible, donc vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Puis vous avez des petits groupes, 3-4 personnes, qui d'ailleurs, au sens de la Convention de Palerme, qui est la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, constituent déjà un groupe criminel organisé. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément groupe criminel organisé, ce n'est pas forcément une mafia avec le patron, etc. Et puis après, vous avez effectivement ce type de choses, ce type de mafia qui recrute des gens pour faire ça, ou qui les réduisent même, entre guillemets, en esclavage. Vous avez tout un tas une filmographie extrêmement importante là-dessus, mais qui correspond assez bien à la réalité. Et après, vous avez les gens qui sont utilisés par les services. D'accord ? Donc, vous avez toute la gradation. Vous avez la complexité de l'âme humaine répond parfaitement à la complexité des attaques à effectuer. Vous avez l'artisan, la PME, la grosse entreprise et l'entreprise d'État. Plus ou moins, c'est ça. Donc, il n'y a pas un profil. Il n'y a pas un profil. Et il faut des gens doués, c'est clair, mais il n'y a pas un profil. Thierry, oui, je souscris à ce que dit Jean-Paul, complètement. Il n'y a pas de profil type. On voit dans le hacker à capuche, qu'on voit systématiquement dans les reportages américains. Nous, c'est une blague entre nous, la capuche. Quand on va faire une interview, un truc, j'ai pas mis ma capuche, j'ai pas mis mon survêt. Ça, c'est voilà, ou le hacker dans son garage qui bon, c'est pas exactement ça. Vous pouvez avoir effectivement des ados qui achètent des malwares pas chers et puis qui essayent de les mettre en œuvre pour gagner 3 francs 6 sous. Ou alors, et puis vous avez aussi des gens que vous penseriez insoupçonnables, qui fonctionnent dans sous forme de sous-traitance finalement on peut faire sous-traiter une attaque dans les ransomware, les grandes campagnes de ransomware. Souvent, il y a des groupes qui sous-traitent des attaques qui sont prestataires d'attaques et puis qui vont en faire 4 ici pour un prix et puis 5 pour un autre client, etc., etc. Donc, il y a tout un commerce, il y a tout un écosystème commercial de l'attaque, du hacking qui s'est fait. À côté de ça, vous avez aussi de la vente de vulnérabilité. Vous avez de la vente de data, d'informations, de numéros de compte, de choses comme ça, de choses qui ont été volées, de data breach, de données de santé qui ont été volées, etc., qui vont avoir une certaine valeur, qui vont être revendues sur des marchés parallèles. Donc, voilà, les vulnérabilités aussi sur des produits commerciaux, il y a beaucoup potentiellement, ça vaut beaucoup d'argent sur certains produits. Vous trouvez une vulnérabilité sur un produit Adobe ou sur un produit Microsoft, eh bien, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont légales, pas en France, mais aux États-Unis notamment, qui sont légales pour revendre cette vulnérabilité. Alors, pas forcément le plus offrant, mais sur un marketplace qui est spécialisé dans le rachat de vulnérabilité au meilleur prix. Donc, là aussi, il y a une bourse aux vulnérabilités, il y a un market là-dessus. Donc, il y a toute une économie qui se fait de cette façon-là. Et la fin de la question, c'était sur l'IA. Comment est-ce qu'on mène des opérations d'influence avec… D'abord, on va créer des faux profils. Donc, la création de faux profils, vous avez tous un profil sur Facebook, peut-être plus sur LinkedIn. Voilà, vous êtes peut-être actif sur Twitter. Donc, on va commencer par créer des faux profils. Alors, évidemment, en faisant ça, vous contrevenez aux règles de bonne utilisation de ces plateformes. C'est interdit. Mais qui le contrôle ? Voilà. Alors, Twitter, Facebook, etc. déploient beaucoup d'argent pour justement faire la chasse aux faux comptes. C'est-à-dire aux comptes qui ne correspondent pas à une personne humaine derrière. Voilà. Alors, rien ne vous empêche d'avoir 2 ou 3 comptes qui sont reliés à votre nom aussi. Ça, c'est autre chose. Voilà. En faisant des alias ou des choses comme ça. Après, sur des comptes où il n'y a vraiment une personne qui déposerait 100 comptes avec des noms particuliers, avec des images, des photos de profil où vous allez les prendre sur This Person Does Not Exist. C'est un site que vous connaissez certainement avec des fausses photos, pas des fausses photos, mais des photos qui sont créées par l'intelligence artificielle, par des réseaux GAN, et donc qui sont des moyennes en fait de photos humaines, mais qui ne correspondent pas à une personne en particulier. Alors là-dessus, Twitter et Facebook ont mis en place des applications pour détecter les photos GAN. Ça, c'est un gros défi technique parce que ce n'est pas facile. Alors, certaines photos GAN ont des imperfections graphiques. Vous avez par exemple une oreille disproportionnée
on voit tout de suite qu'il y a un souci dans la photo. Sur d'autres, c'est plus compliqué. Sur des belles photos Yann, il faut… voilà. Donc, sur du deepfake comme ça, c'est plus compliqué. Alors, si on passe ces différentes barrières à l'entrée, on peut créer un certain nombre de réseaux de profils fictifs. Après, il faut les faire vivre. C'est bien joli d'avoir créé un réseau avec 100 comptes et 100 personnes qui soient passées sous les radars de ces réseaux sociaux. Après, il faut que chaque compte vive et raconte des histoires, interagisse, échange avec d'autres personnes, etc. Donc, c'est là que l'intelligence artificielle intervient, notamment dans la rédaction de la capacité de l'IA à faire ce qu'on a fait sur le chat, par exemple, à poser des questions, à interagir, à répondre, à comprendre la question. Donc, aujourd'hui, on a des applications, on a des plateformes comme GPT-2 qui a été développé par OpenAI, qui est en libre service, absolument, vous pourrez aller tester après la visio, là, qui sont capables aujourd'hui, vous lui donnez un texte, elle va être capable de comprendre le texte, vous allez être capable de lui poser des questions sur le texte, comme vous feriez à un gamin de 10 ans en cours de français. Est-ce que tu as compris le texte? Je vais voir si tu as compris, je vais te poser des questions dans le texte et tu vas me répondre. Et donc, il y a des IA aujourd'hui, notamment GPT-2 et la nouvelle version GPT-3, qui est capable de comprendre un texte en français, en anglais, et de répondre à des questions posées sur le texte. Donc ça, c'est une chose. Elle est capable aussi de faire, à partir d'une phrase de 3 lignes, d'en faire un texte de 20 lignes. Vous lui donnez une phrase avec 3 lignes ou 1 ou 2 lignes d'idées, et GPT-2 fait un texte broad, enfin fait une dissertation sur ces 3 lignes de texte. Donc ça, c'est un point intéressant, et est capable aussi d'interagir de manière à peu près… Donc ça, en 2016, on ne savait pas le faire, au moment des opérations d'influence pendant l'élection américaine, à la fois côté démocrate et côté républicain, on avait des faux comptes, et qui se contentaient de republier du contenu à très grande vitesse. Donc on voyait tout de suite le faux compte. C'était un compte qui va publier, je sais pas, 3000 tweets ou 5000 tweets dans la journée. Soit c'est une personne qui a vraiment que ça à faire, et qui va publier toute la nuit aussi, et pendant 3 jours, on voit tout de suite que c'est un faux compte. Aujourd'hui, ces comptes-là, qui étaient des comptes robotisés, ils passent plus sous les barrières. Ils sont arrêtés, ils sont détectés, ils sont supprimés par les plateformes. Par contre, des comptes qui sont, depuis 2016-2017, qui sont dopés à l'IA, notamment via GPT-2 et via d'autres technologies, où là, ça devient très difficile pour les plateformes de faire la différence entre est-ce que c'est un compte humain derrière ou est-ce que c'est une personne. Parce que parfois, vous avez des personnes qui se comportent aussi comme des robots. Donc, c'est compliqué de faire la distinction. On est encore dans ce paradoxe, finalement, de la véracité de l'information et de l'origine de l'information, de la certification de l'information. Et ça, c'est un des grands défis des années 2021-2025, parce qu'on va être le feu de ce type de contenu. Il y a un autre défi aussi, ça c'est en défense. Mais moi, je trouve qu'il y a un type qui s'appelle Mohamed Boumadienne, qui a créé une entreprise qui marche très bien d'ailleurs à Montpellier, et qui dit, la défense ne suffit pas, il faut détruire ces nouveaux systèmes d'agences artificielles qui reconnaissent, qui font ce genre de dialogue. Le problème, c'est que ce sont des logiciels, ce sont des applis, etc. Donc, chaque fois qu'on en met une, on peut en mettre une autre et le reste. La question est de savoir les détecter, d'avoir des outils d'intelligence artificielle qui les contrent. La question est que l'attaque a toujours, les grands stratèges militaires ont toujours appris ça, l'attaque a toujours je dirais, un train d'avance sur la défense. Et c'est ça la question fondamentale qui nous préoccupe. Donc, je reviens à mon problème de résilience là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions, Léna? Une ou deux. Après, il faut… Une autre question. J'ai d'autres réunions avec les États-Unis après, donc c'est pour ça que je vous dis une ou deux. Parfait. Vous pouvez continuer avec
avec Thierry, mais Thierry doit avoir faim. Je le connais, c'est l'heure après. Non, mais moi, Il va falloir qu'il aille marcher. moi, je travaille demain, j'ai 2-3 trucs aussi à faire tout à l'heure. Donc, Non, bah, voilà. du coup, on va vous libérer si on n'a pas d'autres questions des étudiants. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et très concret. Donc j'espère qu'on va tous changer nos mots de passe. Nos mots de passe tout de suite et puis qu'on va Faites gaffe quand même de le reconnaître. Alors prenez un petit cahier pour que. Ouais, c'est pas mal l'idée du petit cahier. Hein. Ça fait un peu old school, mais ça marche. Il ne faut pas vous faire voler le cahier, bien sûr. Hein. C'est ça, c'est un autre problème. Et puis après, il y a à quel point on le change aussi. C'est important de le changer. Est-ce qu'il faut le réinventer à chaque fois? C'est vrai que nous, on a toujours eu cette technique où moi, lorsque je rentre mes mots de passe ou que je les inscris sur un cahier, j'écris mot de passe traditionnel plus, et là, je mets des trucs autour, ce qui fait que j'ai un corps de mots de passe que j'alimente et que je brode à chaque fois autour bien, ça. pour m'en souvenir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Et puis, j'imagine parler au nom de tout le master pour dire que ça nous a apporté de nombreuses choses et qu'on retiendra effectivement que le vol de carte bleue, enfin la fraude à la carte bleue aux États-Unis représente le budget français. Voilà, c'est des sortes de petits exemples qui en disent beaucoup trop. Donc, bonne soirée à vous et puis merci encore. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.